Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Nous en sommes au numéro 208 avec aujourd'hui un invité, un long format durant lequel je vais aller explorer l'envers du décor d'un athlète qui a accepté de se livrer à cet exercice du podcast. Et comme à chaque début d'épisode, je vous livre un petit peu de mon actualité sportive avec cette semaine l'arrivée de mes nouvelles semelles. Je les ai rodées après 3-4 séances, 3-4 footings. Je vais enfin pouvoir repartir de l'avant avec des sensations qui seront de toute façon bien meilleures. Elles étaient en fin de vie, 2500 km au compteur, il était vraiment temps de les changer. Comme je vous l'avais indiqué sur les épisodes précédents, je n'aurai pas de dossard à accrocher sur cette fin d'année 2023, ce qui ne sera pas le cas de mon invité du jour, en la personne de Félix Bourg, qui, dans quelques heures maintenant du côté de Valence, tentera de décrocher son sésame pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après un stage du côté de Font-Romeu, Félix est en pleine forme, peut-être la meilleure forme de sa carrière. À 29 ans, il vient de réaliser le 4e meilleur chrono sur semi-marathon en 1h00 et 39 secondes. Donc il affiche de belles ambitions pour cette course du côté de Valence à nouveau. Il tentera pour son 2e marathon seulement de se rapprocher du chrono du sésame en 2h, 8 minutes et 10 secondes. Avec Félix, dans cet épisode, nous aborderons son quotidien de sportif de haut niveau. Il est même passé professionnel il y a quelques années pour se consacrer intégralement à cette pratique du sport en compétition. Il vous dévoilera quelques conseils, quelques astuces de sa préparation marathon et des raisons qui l'ont poussé à rejoindre le Centre national de Font-Romeu pour un stage de longue durée en altitude. Nous aborderons tous les aspects de l'entraînement, des chaussures, de la technologie, des datas, en passant par l'alimentation et tout ce qui participe à une bonne récupération. Un grand merci à toi, Félix, de t'être rendu disponible pour l'enregistrement de ce podcast en écourtant un petit peu ta sieste. Je ne peux que te souhaiter de revenir avec ce sésame à l'issue de cette course de Valence, à laquelle prendront part des invités, mais aussi des auditeurs du podcast. Je salue donc Christelle, Vincent, Cédric, Daniel, accompagné d'Anaïs, mais également Johan. Il est donc temps pour moi de vous laisser en compagnie de Félix Bourg, les yeux rivés vers Paris 2024. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Félix, sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors je t'accueille en tant que sportif polyvalent parce que tu pratiques aussi bien la course à pied en cross, sur 10 km route, sur la piste et prochainement sur marathon pour tenter d'aller chercher une qualification olympique. Alors sois le bienvenu sur le podcast À côté de mes pompes. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et j'ai hâte de répondre à toutes vos questions. Alors Félix, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et ce que tu as réalisé comme sport avant de briller sur les pistes et en course à pied? Alors, je suis originaire d'une petite ville en Meuse qui s'appelle Bar-le-Duc. Initialement, j'étais plutôt footballeur en fait et j'étais en sport-études en fait au collège à Bar-le-Duc. Donc on avait des horaires un peu aménagés pour pouvoir s'entraîner et faire nos études. Et c'est ensuite grâce à l'UNSS tout simplement que j'ai commencé à pratiquer l'athlétisme du coup en compétition entre intercollèges. Et j'ai tout de suite eu de bons résultats, que ce soit en cross où j'ai été champion de Meuse, ou alors sur piste où j'avais été champion de Meuse également sur 1000 mètres, où j'ai réalisé 2 minutes 45 en minime. Donc c'est un peu comme ça que j'ai été repéré en fait et que je me suis lancé dans ce sport. Pas de regret de ne pas avoir poursuivi dans une carrière de footballeur parce que sur le poste que tu occupais en tant que latéral, il n'y a pas beaucoup de candidats, notamment là aujourd'hui en équipe de France. Non, non, pas du tout. Non, j'ai vraiment pas le niveau, je pense, pour atteindre de toute façon le monde professionnel.
J'étais bon en fait tout simplement parce que j'avais des qualités, je pense, d'endurance naturelle et c'est vrai que sur le côté, ça me permettait de faire un peu la navette et de monter centré et de redescendre, défendre à chaque fois. Et c'est un avantage que tout le monde n'a pas. Mais c'est vrai que techniquement, j'étais quand même un cran en dessous des meilleurs, donc ça aurait été compliqué dans tous les cas de devenir professionnel dans le monde du football, je pense. Suite à cette découverte de l'athlétisme, des courses de fond par le biais de l'UNSS, comment tu as gravi, on va dire, les échelons? Est-ce que tu t'es rapproché d'un club très rapidement pour faire tes gammes? Est-ce que tu as eu une pratique un petit peu plus individuelle avant d'être repéré, découvert? Quel a été ton parcours sur ces premières années au niveau de la course à pied? Non, mais en fait, j'ai tout de suite été pris en charge, enfin pris en main, on va dire, par un entraîneur du club de Bar-le-Duc qui s'appelle Michel Poitel. Vraiment un super entraîneur qui est passionné et qui m'a donné, qui m'a transmis justement cette passion, qui m'a expliqué qu'il fallait que je prenne mon temps, que j'étais jeune, qu'il fallait pas griller les étapes et que si je voulais vraiment faire une carrière de haut niveau en athlétisme, qu'il fallait que je m'entraîne de plus en plus progressivement et du coup ça m'a permis de faire mes classes sans me dégoûter et comme tu disais aussi de toucher un peu à tout, que ce soit le cross, la piste et la route et ce qui permettait aussi mentalement de pas se lasser d'une discipline et justement moi ça a toujours été un peu mon délire hein, de passer d'une discipline à l'autre et d'essayer de prendre du plaisir sur chaque sur toutes les surfaces en fait, que ce soit sur le tartan, sur la piste, sur la route ou en cross dans la boue. J'ai toujours essayé de prendre un maximum de plaisir dans chaque épreuve quoi. Et est-ce qu'il y a une saisonnalité de ces différents revêtements? On voit souvent les sportifs commencer la saison par les crosses pour asseoir un petit peu le foncier et l'endurance, et derrière passer sur le tartan avant de revenir sur cette fin d'année, l'automne et le début d'hiver sur des courses un petit peu plus longues. Est-ce que tu fonctionnes comme ça pour organiser ta planification annuelle? À l'époque oui parce que j'ai vite été sacré champion de France de cross hein, dès ma deuxième année. J'ai gagné le championnat de France à Paray-le-Monial. Donc l'année suivante, je me suis dirigé vers les sélections pour les championnats d'Europe qui ont lieu à chaque fois à l'automne et avec les championnats d'Europe qui sont début décembre à chaque fois. Donc c'est vrai que j'ai participé 6 fois aux Europes de cross. Donc c'est devenu un peu une habitude dans mon planning annuel. Et derrière, il y avait aussi la saison de cross à assurer entre janvier et mars avec mon club et ou une équipe justement parce qu'on a souvent été qualifié aussi par équipe. Donc ça a toujours été un objectif dans ma saison, les crosses, que ce soit au niveau des championnats d'Europe ou des championnats de France. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à les pratiquer et à tenter d'aller chercher des médailles à chaque fois. Donc c'est vrai que là, ça c'est un peu, j'en fais un peu moins parce que maintenant c'est vrai qu'à l'automne je fais plus de la route vu que je me suis dirigé sur le marathon. Mais ouais, ça me manque quand même un peu et je regarde toujours quand même les championnats d'Europe de cross à la télé quand j'ai pas la chance de pouvoir y participer quoi. Qu'est-ce qui est si différent dans cette pratique du cross que tu ne retrouves pas sur le bitume ou sur le tartan? Bah déjà, il y a pas de chrono, quoi. Je veux dire, là, c'est vraiment, tu te bagarres pour faire la meilleure place possible. Après, il y a des parcours qui peuvent t'avantager ou des parcours qui peuvent te désavantager, mais ce qui compte, c'est vraiment se dépasser mentalement, aller chercher jusqu'au plus profond de soi-même pour chercher la meilleure place possible et des fois se bagarrer pour faire 19e, 18e, aussi bien que 150e, 156e. C'est vraiment aller au bout de l'effort et le dépassement de soi, quoi, tout simplement. Mais vraiment en oubliant cette notion de chrono qu'on a un peu dans toutes les autres disciplines, quoi. Et qui plus est, toi qui viens d'un sport collectif, le football, là dans le cross, tu peux retrouver également une pratique collective parce que vous avez été titré avec l'équipe de France, donc champion d'Europe. Là, c'est la place qui va compter et on donne le meilleur de soi-même pour aider l'équipe et avoir la meilleure place possible à l'arrivée. Exactement, c'est vrai que c'est hyper motivant parce que c'est vrai que l'athlétisme, c'est un sport individuel, mais on a quand même la chance de pouvoir avoir cette notion collective sur les championnats d'Europe de cross ou même sur les championnats de France. On a été sacré 3 fois champion de France par équipe avec le Racing Multiathlon. Donc c'est devenu maintenant un objectif annuel hein, d'essayer de conserver cette couronne nationale.
Et pareil avec l'équipe de France, toujours essayer de monter sur la boîte, quoi. C'est devenu une petite tradition, si je peux dire, quoi. Alors la Marseillaise avec ton club, est-ce qu'elle a la même saveur qu'une Marseillaise avec le maillot de l'équipe de France? Ah non, quand même pas. C'est vrai qu'avec le maillot de l'équipe de France, c'est toujours le summum, hein, le Graal, comme on peut dire. Mais bon, je pense qu'il faut savourer toutes les victoires, hein, qu'elles soient petites ou grandes. Ça fait toujours plaisir de ramener des médailles à la maison, donc on essaye d'en ramener un maximum chaque année, hein. Tu dois avoir un beau tableau dans la maison, faut pousser les murs pour pouvoir les accrocher parce que il y a du Marseille-Cassis, il y a le championnat de France sur route, il y a des titres en cross, des titres sur piste. Je trouve que tu es très polyvalent dans ta pratique et tu y trouves à chaque fois du plaisir de basculer d'un support un petit peu moins roulant comme le cross à quelque chose de beaucoup plus rapide, la piste. Quelles sont les différentes on va dire facettes de ces revêtements que tu apprécies? On n'a pas du tout la même pratique entre la route, la piste et le cross. Bah, disons que quand je me fixe un objectif, là, c'est vrai que je suis en pleine prépa marathon. Je me prépare déjà mentalement avant d'entamer la préparation à ce que je vais faire. Et j'essaie toujours d'aller chercher mon plaisir vraiment dans les séances clés, quoi. Je sais que le dimanche, en général, ça va être une sortie longue où je vais me rapprocher des allures marathon. Donc là, d'essayer de faire mieux que l'année dernière à chaque fois, de m'améliorer sur les chronos. J'essaie toujours de me fixer des petits objectifs pour être encore plus motivé, tout simplement, et m'investir encore plus physiquement, mais aussi mentalement dans ce que je prépare. Et c'est pareil que ce soit pour la piste ou pour les crosses. Toujours essayer de donner le meilleur de moi-même et de progresser petit à petit au fil des années pour devenir meilleur, hein, parce que je pense que c'est le but de tout coureur, quoi. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne sur le plan mental? Parce que tu dis, je me prépare mentalement. Est-ce que ça fait appel à une aide extérieure ou est-ce que tu as, depuis de nombreuses années, avec cette expérience du haut niveau, des compétitions où il faut donner le meilleur de soi-même, réussi à mettre en place des outils que tu vas utiliser à chaque nouveau défi qui se présente à toi? Alors pendant très longtemps, je l'ai fait tout seul, donc j'essayais de bosser ça par moi-même, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours les compétences et les outils à portée de main justement pour pouvoir le faire, même si parfois on arrive à les découvrir un peu par nous-mêmes. Et là, ça fait quelques temps ouais que je travaille avec un préparateur mental. Et ouais, je pense que ça peut vraiment aider justement. Moi, c'était plus justement par rapport à la préparation marathon, parce que c'est vrai que c'est des disciplines où tu vas courir vraiment pendant très longtemps et forcément tu vas passer par des moments où tu vas être un peu moins bien. Et moi, j'essaye de travailler avec lui justement sur ces passages-là pour essayer de pas de les pas de les annuler entre guillemets, mais je veux dire essayer de faire en sorte qu'ils passent mieux, si tu veux. Donc c'est vrai qu'il y a des petits outils à mettre en place. Là, je commence seulement à le faire, donc ça va pas être évident d'en parler, mais je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus et que la partie mentale est très importante dans la performance, ouais. Tu passes par quoi? Par des visualisations, par, on va dire, l'apprentissage de ces moments difficiles et d'être capable de les surmonter? Comment c'est mis en place? Même si tu dis hein, que c'est très récent cette mise en place donc d'outils pour le mental, c'est juste pour donner quelques astuces de champion aux auditeurs. Bah écoute, là, pour l'instant, de ce que j'ai travaillé, déjà, premièrement, c'est d'accepter ces moments, parce que finalement, ils font partie, comme on disait, de la course, et tu peux pas toujours être bien, mais il faut aussi accepter parfois d'être un peu moins bien. Mais essayer de faire en sorte, si tu veux, de les accepter dans le sens où pas les rendre négatifs et te dire ouais, je suis pas bien, c'est foutu, ma course est foirée, etc. Non, essayer de se recentrer en fait sur autre chose. Alors ça peut être ouais comme tu disais de la visualisation ou alors tout simplement bah te focaliser sur des petits détails, le placement de ton bassin, tes pieds quand ils tapent le sol, est-ce que tu le fais de la bonne manière, est-ce que tu es bien relâché jusqu'au bout des doigts. Enfin, il y a plein de petits outils en fait. Là, j'ai pas encore eu trop le temps d'essayer parce que je commence seulement, comme je te disais, mais je pense que ça peut être un secteur à explorer qui peut permettre de progresser beaucoup ouais, sur ces disciplines. Ouais. On parle souvent, Félix,
d'entraînement invisible avec la récupération, avec le sommeil. On parle du mental. Est-ce qu'au niveau alimentaire, par exemple, tu as aussi des stratégies mises en place? Et est-ce que tu as toujours été rigoureux sur cette pratique alimentaire pour performer et peut-être éloigner quelques blessures à cause d'une alimentation qui ne serait pas très rigoureuse? Ouais, je me suis beaucoup amélioré sur le secteur de l'alimentation et c'est vrai que c'est hyper important pour récupérer plus vite et aussi pour apporter les nutriments nécessaires à ton corps en vue des séances que tu vas réaliser aussi. Mais après, j'irai pas jusqu'à dire que je me prive de tout, quoi. Je veux dire, j'ai quand même envie de garder la notion de plaisir dans ce que je mange. Si j'ai envie d'aller manger un hamburger, par exemple, je le fais. C'est juste que je vais peut-être le faire plutôt un jour où je vais avoir des entraînements assez cool qu'un jour où j'ai fait une séance P le matin et je vais pas aller manger un hamburger juste derrière, quoi, parce que ça va pas, je vais pas apporter à mon corps forcément ce dont il a besoin pour récupérer plus vite. Donc je pense qu'il faut juste réussir à placer ces moments à des endroits assez stratégiques, quoi. Par exemple, moi j'aime bien le vin rouge, ça m'arrive de boire un verre de vin rouge ou une bière le soir dans mon canapé. Il faut pas que ça devienne non plus une habitude et le faire tous les jours, quoi, mais une fois, 2 fois par semaine, c'est pas impossible, quoi. Oui, vous ne vivez pas comme des moines dans un monastère austère. Il y a cette notion de plaisir et peut-être de réconfort. Après une grosse séance, il y a aussi besoin de satisfaire quelques besoins et que ce soit pas toujours hyper rigoureux au point que ça lâche à un moment donné. Mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue de sportif de haut niveau parce que des fois, même nous, en tant que sportifs amateurs, on se pose la question, est-ce qu'il est bien raisonnable de, et comme tu l'as dit, il faut pas que ça devienne la norme, c'est autorisé de temps en temps et ça fait plaisir. Ouais, voilà, après, je sais qu'il y a des gens qui le font pas du tout, qui sont vraiment, je veux dire, qui se privent, entre guillemets, de tout. Mais après, voilà, moi, c'est pas mon délire, quoi. Je veux dire, je préfère prendre du plaisir, vivre comme j'ai envie de le faire, sans faire d'excès, quoi. En termes d'organisation, une journée, une semaine type, ça représente combien d'heures de sport, combien de séances? Bah alors là, c'est vrai que comme tu l'as dit, vu que je suis un coureur assez polyvalent, ça va vraiment dépendre de ce que je prépare. Là, autant pour la prépa marathon, je vais atteindre des kilométrages hebdomadaires autour des 180, 190 kilomètres par semaine. Donc, ça va représenter peut-être 12, 13 heures de course à pied dans la semaine. Il va y avoir 2 séances de musculation, donc ça rajoute encore de la fatigue. J'aime bien mettre du vélo aussi un petit peu. Donc, on va dire, allez, 80, 100 kilomètres de vélo dans la semaine en complément. Donc c'est vrai que ça représente vraiment des grosses semaines. Mais pour une prépa 10 000 mètres, par exemple, où tu vas faire beaucoup plus de qualité sur la piste, finalement, ton kilométrage, il va être beaucoup moins important. On va plus être autour des 130, 140 kilomètres par semaine. Donc ça dépend vraiment de ce que je vais préparer et ouais, c'est hyper variable, quoi. Pour la partie musculation dans ton entraînement, est-ce que tu mets du poids? C'est-à-dire, est-ce que tu es sur des charges relativement lourdes ou est-ce qu'on est vraiment sur de l'élasticité avec des séries qui vont peut-être être un petit peu plus longues, mais avec des poids un petit peu moindres? Alors j'avais essayé de faire vraiment de la muscu lourde cet été pour la prépa 10 000. Ça m'a vraiment aidé à passer un cap sur les séances assez rapides, type 200, 300, 400 mètres. Et j'étais pas trop mal non plus sur le long, mais en fait, on a remarqué que ça amusait beaucoup, comment dire, nerveusement. Et j'arrivais moins frais en compétition et du coup, j'étais moins performant. Donc tout ce travail que j'ai fait pendant 6 mois, c'est vrai que j'ai eu du mal à le digérer et que ça a pas payé forcément cet été. Mais là, aujourd'hui, pendant ma prépa marathon, je me sens beaucoup plus puissant que l'année dernière aussi. Donc finalement, tout ce que tu as fait auparavant, même si ça paye pas tout de suite, ça peut payer à la longue si tu sais être patient et que tu sais laisser le temps à ton corps de récupérer justement pour profiter des bienfaits de tout ce que tu as bossé. Mais là, sur mes 2 séances que je fais par semaine en prépa marathon, ça va plus être ouais, de l'endurance de force où je vais bosser sur des charges assez légères, mais avec pas mal de répétitions. Ouais. Parce que tu sais, les coureurs n'aiment pas faire du renfort ou de la musculation. Ils ont peur de prendre trop de muscles et d'être moins léger. Alors, est-ce que tu peux apporter quelques éléments sur cet aspect-là? Bah moi, quand je fais beaucoup de kilomètres, c'est vrai que j'ai beaucoup de soucis de au niveau tendineux, etc.
qui peuvent devenir assez gênants. Et même musculairement, c'est vrai que quand tu vas taper des sorties de 30-35 bornes, si tu fais pas de muscu à côté, c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué au niveau des mollets ou des quadris ou même des ischios. Donc non, moi je pense que déjà la muscu c'est un moyen de pas se blesser déjà premièrement, ou du moins d'essayer d'éviter au maximum les blessures. Et ensuite ouais, ça peut être un moyen aussi de renforcer pour moins t'affaisser quand tu vas dépasser les 30, 35, 40 kilomètres et où là tu vas perdre vraiment beaucoup de secondes parce que ça va partir un peu dans tous les sens. Bah, finalement, la musculation, ça va t'aider à rester gainé, rester fort, rester solide et garder la bonne position le plus longtemps possible, bah, pour rester performant aussi le plus longtemps possible durant ton marathon ou même des courses beaucoup plus longues, quoi. Et sur le vélo, tu y prends plaisir quand même avec ce sport porté, cet entraînement croisé. Ça te permet de décharger un petit peu les jambes et de travailler quand même un petit peu le cardio, sachant que là, tu es du côté de Font-Romeu, donc ça doit être avec un dénivelé un petit peu plus important. Bah, déjà, moi, j'adore le vélo, donc c'est vrai que ça aide déjà à prendre du plaisir à le pratiquer. Et en général, moi, ce que je fais, c'est que je place une sortie vélo de entre 2h30, 3h30 le lundi matin. Justement parce que en général, on bosse vraiment, on fait beaucoup de kilomètres le week-end en prépa marathon. Entre le samedi et le dimanche, ça m'arrive de faire autour de 60 kilomètres. Donc le lundi, déjà, ça permet bah, de basculer sur un autre sport, comme tu disais, qui est porté, où vraiment t'as plus tous les chocs avec le sol. Et du coup, ça te permet en fait de récupérer musculairement, mais en même temps, tu vas bosser ton cardio pendant 3 heures. Donc je trouve que c'est un super avantage. Donc plutôt que de remettre une sortie course à pied le lundi matin, bah, je préfère aller faire du vélo un peu plus long et voilà, prendre du plaisir, hein. C'est une allure cool, je reste sur petit plateau, je mouline, et ça me permet vraiment de récupérer du bloc du week-end, quoi. Félix, en tant que sportif de haut niveau, comme tu l'es, moi je considère que vous êtes toujours un petit peu sur un fil, tu vois, entre la performance et la blessure. Ce qui va me surprendre, c'est cette faculté que vous avez à connaître votre corps et à ne pas basculer d'un côté ou l'autre. Est-ce que tu le ressens? Par exemple, tu disais tout à l'heure, je suis sujet aux lésions peut-être tendineuses ou musculaires. Est-ce que tu arrives quand même à réguler donc ces allures, ce volume d'entraînement pour ne pas tomber dans une blessure qui t'handicaperait et qui te ferait être à l'arrêt pendant de nombreuses semaines? Est-ce que vous arrivez à le percevoir, toi, en tant que champion? Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que par expérience, quand tu commences à avoir des douleurs qu'on appelle chroniques, donc qui restent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, bah forcément, au bout d'un moment, il faut essayer de trouver des solutions, hein, que ce soit au niveau médical ou même ça peut être tout simplement insister un peu plus sur les étirements, sur la récupération invisible. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un pistolet de massage, des bottes de pressothérapie, un Compex. Donc, c'est des petites choses qu'on va rajouter qui vont permettre de limiter l'impact des blessures ou alors de les éviter au maximum, quoi. Mais après, comme tu disais, il y a aussi tout ce qui est alimentation, hydratation, vraiment mettre l'accent là-dessus dans les périodes importantes où tu vas solliciter ton corps plus que d'habitude. C'est hyper important pour éviter ce type de petits soucis, quoi. Qu'est-ce qu'on met dans une assiette de Félix une fois qu'on a fait une grosse séance pour bien récupérer? Quelles sont finalement tes grandes lignes sur le plan alimentaire pour bah, que les auditeurs sachent un petit peu ce que l'on consomme quand on réalise de belles performances comme les tiennes? Alors après une grosse séance, je vais plutôt avoir tendance à recharger un peu avec des glucides, mais plutôt du riz ou alors des pommes de terre. J'essaie toujours de garder une source légumineuse à côté, de faire une petite salade. Alors c'est moi en général, je sais que j'aime bien la mâche, donc je vais prendre par exemple de la mâche avec des tomates cerises, des oignons rouges, me faire un petit mélange comme ça. Après il y a des huiles qui sont pas mal aussi pour éviter les inflammations. Donc il y a l'huile de lin, l'huile de noix, ça c'est des trucs qui sont vachement chargés en oméga 3, donc qui sont intéressants pour éviter tous les petits soucis tendineux. Donc en général j'utilise ces huiles-là avec l'huile d'olive aussi que j'utilise pas mal, un peu de vinaigre balsamique, et ensuite ouais comme je te disais une assiette où je vais recharger en glucides avec du riz ou des pommes de terre, de préférence après les grosses séances. Et une source de protéines. Alors après, ça peut être bah, viande blanche, viande rouge, peu importe. Hein, là-dessus, j'ai pas de
Même si je mange peut-être un peu plus de poisson et de viande blanche, j'essaie quand même de garder au moins 2 fois par semaine de la viande rouge. Et voilà, hein, tout simplement. Après, un petit yaourt, un petit peu de fromage. Enfin, j'essaie d'apporter un maximum ce que mon corps a besoin, quoi. Et une bonne dose d'hydratation également, tu le disais, hein, pour éviter tout ce qui est lésions tendineuses. J'aime bien prendre de la ceinture avec du jus de raisin ou des trucs un peu comme ça, quoi. La ceinture, enfin moi personnellement j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a des gens que ça dérange un peu au niveau du goût parce que c'est assez salé. Et c'est vrai que couper avec du jus de raisin, ça passe quand même beaucoup mieux. Donc en général, je mets un tiers de jus de raisin puis le reste de ceinture, quoi. Sur une journée type, comment tu fonctionnes? C'est des entraînements qui se passent le matin, de bonne heure, à jeun? Est-ce que tu as des entraînements ensuite l'après-midi? Est-ce que c'est organisé, on va dire, en fonction de tes sensations ou est-ce que tu as quand même une rigueur? Et tu nous parleras peut-être de la personne qui t'accompagne. Est-ce que c'est toujours cet entraîneur qui t'a découvert du côté de Bar-le-Duc ou est-ce que tu as évolué avec une autre structure d'entraînement? Alors je suis resté pendant 8 ans avec Michel Poitel à Bar-le-Duc. Ensuite, j'ai été entraîné pendant 2 ans par Philippe Dupont, qui était entraîneur à l'INSEP. Donc, il s'occupait notamment d'athlètes comme Taoufik Makloufi, Charik Abderrazak. Il a eu là actuellement, il entraîne Asdin Abs, qui est un des meilleurs coureurs européens sur 800 mètres et 1500 mètres. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment toujours eu des bons coureurs, hein, que ce soit un peu dans toutes les disciplines. Mais malheureusement, sa méthode, elle a pas très bien fonctionné sur moi. Je faisais des bonnes séances, mais j'arrivais toujours, entre guillemets, un peu cramé aux compétitions. Donc ça a pas payé pendant les 2 ans où j'étais avec lui, mais j'ai rencontré là depuis 3 ans un entraîneur qui est originaire de Fréjus, qui s'appelle Stéphane Valenti, qui était athlète aussi, lui, vu qu'il a gagné le championnat de France de cross à Vittel en master il y a 4 ans. Et du coup, ça a tout de suite matché entre lui et moi. Les entraînements m'ont plu, ça a super bien marché, donc j'ai battu depuis tous mes records. Du 3000 mètres jusqu'au marathon avec lui. Donc vraiment, je prends mon pied avec sa méthode d'entraînement et non, ça se passe super bien. Donc j'espère qu'on va continuer à progresser sur marathon déjà cette année et puis aussi sur 10 000 mètres l'été prochain. Mais en général, ouais, les entraînements, on va dire, ça varie selon les semaines, mais on va dire dans les gros blocs, c'est entre 9 et 11 entraînements par semaine. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de jours où je double, donc où je m'entraîne le matin et l'après-midi. Alors la seule règle un petit peu, c'est essayer d'espacer, on va dire, de au moins 6 heures minimum les deux entraînements, quoi, pour avoir le temps de se reposer, de récupérer, de bien manger, etc. avant de repartir au charbon, quoi. Est-ce que la sieste fait partie de ton plan d'entraînement en début d'après-midi? Ouais, alors à chaque fois que je double, déjà, je fais la sieste, ça c'est permanent. Après, les jours où j'ai que un entraînement, si c'était assez cool, bon, des fois je la fais pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est un outil qui permet vraiment de récupérer beaucoup plus vite de cet enchaînement des séances, justement, quoi. Alors tu le disais, hein, j'ai choisi et j'ai découvert une autre méthode d'entraînement avec cet entraîneur qui t'accompagne depuis quelques mois seulement maintenant. Qu'est-ce qui a changé et comment vous avez pu fonctionner ensemble? Parce que à distance, toi tu es sur Bar-le-Duc, lui il est du côté de Fréjus, il doit pas venir te voir tous les jours sur les séances d'entraînement. Donc tu lui fais un reporting, vous avez des outils pour travailler à distance. Comment se passe cette relation d'entraîneur à entraîné? Ouais, bah déjà, j'essaie de passer quand même au moins 2 mois de l'année à Fréjus avec lui là-bas pour qu'il puisse avoir un œil sur moi et puis je pense que c'est toujours plus sympa pour un entraîneur hein, de voir ton athlète à l'entraînement. Mais non, sinon on s'appelle beaucoup, hein, tout simplement. On échange, on essaie d'échanger un peu tous les jours. J'essaie d'être vraiment le plus franc possible sur mes sensations. Après, aujourd'hui, on a des outils comme la ceinture cardio qui permettent de savoir un peu où t'en es dans ta forme. Du coup, lui, il suit un peu tout ce que je fais grâce à Strava, Garmin Connect. Ça lui permet justement de voir à quelle pulsation j'étais dans quelle zone, etc. Et de pouvoir contrôler un peu tout à distance, quoi. Donc tu fais pas la chasse au com sur Strava, sans quoi l'entraîneur il va te taper sur les doigts. Alors en vélo, c'est compliqué de les avoir dans tous les cas, mais en course à pied, on fait des séances tellement dures que qu'on en a bien souvent sans le vouloir.
par rapport à cette utilisation du cardio, tu disais on contrôle les pulses. Est-ce que tu le fais avec la méthode HRV ou est-ce que c'est un outil que tu as au quotidien pour tes entraînements? Non, alors je fais pas du tout le HRV, mais la ceinture cardio, je l'utilise ouais, sur tous mes entraînements, que ce soit footing de récupération, footing actif, seuil, sur la piste, partout, quoi. Donc ça lui permet vraiment de pouvoir contrôler, de voir aussi les améliorations d'une année à l'autre, d'une séance à l'autre, etc., quoi. Alors, tu arrives à monter jusqu'à combien en pulsation? Ça m'arrive d'aller au-dessus de 200, et ça m'arrive de faire des footings à 110 pulses pendant 1 heure 20, ça dépend. Donc ça, c'est un facteur de bonne forme. Tu sens que si les pulsations sont relativement basses ou si ça monte très très haut, c'est que Félix est en pleine forme à l'approche d'une compétition. Ouais, bah disons qu'autant les sensations, c'est un peu aléatoire, autant les pulsations, c'est lié au cœur, donc ça ment pas, quoi. Et ça permet vraiment, bah déjà, tu vois, là, par exemple, sur en altitude, forcément, tu peux pas travailler la même allure que tu bosses en bas, donc ça permet de pouvoir bah, avoir un petit outil pour comparatif, quoi, tout simplement, hein. Et essayer de pas se tromper dans les allures que tu fais ici ou en bas, quoi. Dans l'articulation de ton plan d'entraînement, de ta saison, d'intégrer ces stages en altitude, c'est quelque chose d'indispensable pour toi, d'aller chercher justement les globules dans ces montagnes du côté de Font-Romeu ou ailleurs, hein, peut-être. C'est des bénéfices que tu vas en tirer quand tu vas redescendre en plaine. Ouais, c'est sûr, c'est quelque chose qui permet d'avoir un avantage déjà sur les coureurs qui s'entraînent seulement en plaine. Donc c'est intéressant de l'utiliser, surtout quand on a la chance de pouvoir le faire, quand on est sportif professionnel et que qu'on a que ça à faire de sa journée. Ce serait bête de rester. Enfin moi à la base j'habite à Reims, donc c'est vrai que là-bas j'ai des bonnes conditions aussi d'entraînement. Je veux dire il y a le Krebs, etc. Donc j'ai tout ce qu'il faut au niveau de la structure pour être dans des super conditions, mais c'est vrai qu'il manque quand même l'altitude, quoi. Donc après bon il faut pas non plus y aller tout le temps, mais moi j'aime bien faire au moins ouais 2 3 stages dans l'année de 3 semaines, quoi. Puis c'est sympa aussi parce que tu changes d'environnement, tu changes de parcours d'entraînement. Donc mentalement, ça fait du bien aussi, quoi. Et est-ce que tu retrouves des partenaires de l'équipe de France qui sont eux également en stage, peut-être sur des périodes communes avec toi? Oui, oui, bien sûr. Bah là, actuellement, pour Romeu, il y a Johan Durand, il y a Yann Schrub, donc médaillé européen sur 10 000 mètres. Il y a Mehdi Frère qui a déjà réalisé 2,8 sur marathon. Non, non, il y a vraiment, on va dire, une quinzaine d'athlètes là de haut niveau. Donc ça nous permet aussi de mettre des séances en commun et c'est aussi quelque chose qui permet de progresser aussi, quoi. Alors, est-ce qu'en termes de cohésion d'équipe, vous arrivez à vous entraîner de façon commune? Ou est-ce que là, en cette période de pré-olympiade, à la recherche des chronos et du sésame pour descendre et avoir les minima olympiques, notamment pour toi sur marathon, vous êtes plus dans un côté compétition que camarade, comme vous pouvez l'être sur le cross, par exemple? Non, franchement, enfin, en tout cas, en prépa marathon, quand on se croise entre nous, même si c'est une préparation hyper importante, une échéance importante, ça nous arrive tout le temps de partager des séances, toujours dans la bonne humeur, on rigole entre nous. Je veux dire, il n'y a pas d'animosité, hein, vraiment, c'est un sport où en général, il y a quand même, tout le monde s'entend bien, quoi, j'ai envie de dire. Et est-ce que, au regard de cette densité, hein, sur le demi-fond, sur la course hors stade, sur le marathon, comment tu penses, toi, pouvoir tirer ton épingle du jeu? Bah, moi, j'ai la chance d'avoir une vitesse de base qui me permet d'avoir un petit avantage sur les autres marathoniens. C'est vrai que j'ai fait 13-15 sur 5000, 27-51 sur 10 000. Donc c'est des chronos que les autres n'ont pas réalisés ou alors très peu d'entre eux. Donc bah, ça me permet justement peut-être d'aller un peu plus vite que dans certaines séances. Après, là où il faudrait que moi je progresse, c'est justement sur le kilométrage hebdomadaire. Parce que j'ai jamais eu l'occasion de dépasser vraiment les 200 kilomètres par semaine. Et aujourd'hui, on sait que les meilleurs marathoniens mondiaux, on va pas se mentir, hein, ça tourne plutôt autour des 230, 250 kilomètres par semaine dans leur pic de préparation. Donc, non, après, j'ai envie de faire mes classes tout doucement, de progresser. Puis, si je fais les minima olympiques cette année, tant mieux. Et puis, si je m'en rapproche et que je les fais pas, bah, tant que je bats mon record, je serai quand même content parce que ça reste finalement
le but de tous les athlètes, quoi, c'est de progresser. Jusqu'à présent, Félix, tu n'as effectué qu'un seul marathon. C'était celui de Valence, c'est cela? Ouais, c'est ça. Avec un chrono de 2h10 et 43-44 secondes. Ouais, c'est ça. 2h10, on va dire 45, hein, globalement. C'était mon premier marathon. Voilà, c'était pour découvrir la distance. J'avais pas pris de gel. Déjà, je pense que ça m'a porté préjudice. J'avais une méthode pour les ravitaux qui a finalement pas payé parce que en fait, je voulais mettre de plus en plus de poudre mortaine dans mes ravitaux pour avoir de plus en plus d'apport en sucre au fur et à mesure que j'avançais dans la course. Et malheureusement, à partir du 30e, j'en avais mis tellement dans mes gourdes que ça devenait presque imbuvable. Et du coup, malheureusement, j'ai bu que de l'eau entre le 30e et le 42e. Donc, c'est vrai que j'ai un peu tapé ce qu'on appelle le mur du marathon au 38e. Et j'ai perdu 45 secondes en 4 kilomètres. Mais bon, le but, c'était justement d'apprendre, de voir un peu jusqu'où je pouvais tenir, etc. Sans avoir fait une préparation trop difficile parce que c'était la première et que mon corps était pas encore habitué à enchaîner ces kilométrages-là, quoi. Donc là, tu as revu ton plan de ravitaillement, ton plan de course pour être plus aguerri avec une échéance déjà derrière toi et donc Valence qui se présente à nouveau devant toi dans quelques semaines. Exactement. Alors là, comment tu te sens à l'approche de cette prochaine course où le plateau français, donc les meilleurs marathoniens, les meilleurs demi-fondeurs seront présents sur la compétition à la recherche donc de ces minima ou d'un chrono amélioré. J'entendais Nicolas Navarro qui disait être lui déjà en possession des minima, mais de vouloir quand même aller battre son record. Donc pour toi, ce sera d'améliorer ce chrono et d'espérer te rapprocher des minima. Est-ce que tu peux rappeler quelle sera la marque à atteindre pour figurer sur ces minima? Bah, les minima sont fixés à 2h08-10. Donc, c'est vrai que c'est un chrono qui est assez impressionnant. Je crois que dans l'histoire, il y a peut-être 5 ou 6 athlètes seulement qui l'ont fait en France. Donc, ouais, après, il y aura que 3 places. Donc, forcément, Navarro ayant réalisé 2h06 45 et potentiellement déjà qualifié, on va dire, pour les Jeux Olympiques. Parce que je vois mal comment 3 Français pourraient courir en dessous de cette marque-là. Ensuite, voilà, il reste 2 places derrière. On est pas mal de prétendants et ça veut pas dire que quelqu'un fera les minima, hein. Il y aura peut-être personne qui les fera par Navarro, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir les capacités de pouvoir les faire. Après, voilà, il faudra tirer son épingle du jeu et il faudra peut-être courir encore plus vite que 2h08-10. On ne sait pas encore, hein, mais en tout cas, on se prépare tous pour essayer d'aller chercher cette marque-là, quoi. Est-ce que tu auras une autre cartouche ou c'est la seule avant l'Olympiade parisienne? Pour moi, ce sera la seule parce que j'ai vraiment tout misé sur ce marathon. Je suis encore assez novice sur la distance, donc je me vois mal enchaîner 2 marathons en 3 mois. Et d'autant plus que la préparation est assez traumatisante et physiquement aussi bien que mentalement. Donc non, après moi comme je te disais, vu que j'ai la chance aussi d'être pistard, j'aurai aussi une autre opportunité cet été sur 5000 et 10 000 pour essayer de me qualifier. Donc voilà, bah j'ai envie de dire si ça passe à Valence, tant mieux pour moi parce que ce sera déjà un poids en moins et une qualification de valider. Mais dans tous les cas, même si je réalise les minima à Valence, je tenterai également ma chance sur la piste cet été. Alors les minima pour la piste et pour le 10 000, ils sont à combien par rapport à tes chronos, hein? Tu disais 13-15 pour le 5000, 27-51 pour le 10 000. Est-ce que c'est encore plus élevé? Est-ce qu'il faut aller encore plus haut pour décrocher cette participation aux Jeux Olympiques? Ouais, alors sur 5000 c'est 13,05 et sur 10 000 en revanche c'est 27,00 en sachant que enfin pratiquement tous les qualifiés vont passer par le ranking mondial. Donc c'est un classement par lequel t'es pas du tout obligé de faire 27,0. Tu peux faire par exemple 27,30, 27,40 et marquer des points bonus en fonction de la compétition que tu vas réaliser. Je donne un exemple, par exemple, si tu es champion de France en 27,40, à la table hongroise, on va dire, ça fait peut-être 1100 points. Et ben, si tu es sacré champion de France, tu as 100 points bonus. Ça veut dire qu'au final, c'est comme si tu avais marqué 1200 points, donc c'est à peu près comme si tu avais fait 27,0, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu frustrant pour des Jeux Olympiques qui se tiennent en France
de ne pas avoir nos meilleurs champions, même s'ils ne sont pas, tu vois, par rapport à des minima, un ranking dans les clous, mais de pouvoir quand même les faire briller et derrière une Olympiade d'en tirer quand même une satisfaction. C'est-à-dire que avec un tel événement, de vouloir faire progresser nos champions en les faisant goûter à ces compétitions internationales. Et quoi de mieux que les Jeux Olympiques pour prendre de l'expérience. Est-ce que ça te frustre pas un petit peu, ces histoires de ranking, de quotas, on va dire, que l'on va mettre sur tous les sports, hein. C'est valable pour tous les sports où il y a un engagement individuel. Bah, frustrant, oui et non, parce que bon, ça reste quand même la plus grande compétition planétaire. Donc, je vais dire, il faut quand même mériter de pouvoir y participer, je pense. Après, c'est vrai que je pense que les minima qui sont fixés, malheureusement, favorisent vachement quand même le dopage. Hein, j'ai envie de dire 27-0 dans le monde, il y en a 6 qui l'ont fait l'année dernière. Donc, à un moment donné, si on se base sur des temps que font des mecs potentiellement dopés, bah derrière, c'est compliqué quand t'es clean de pouvoir rivaliser avec ces mecs-là. Donc en fait, tout pousse à aller toujours de plus en plus vite. Après, le ranking, c'est peut-être une chance justement pour nous les Européens de pouvoir participer à ces courses en réalisant des chronos un peu moins impressionnants, mais en marquant ses points bonus, en allant chercher un titre de champion de France ou alors un podium tout simplement, et essayer d'être bien classé au niveau mondial, quoi. Donc je prends plutôt ça, ce ranking comme une opportunité pour nous, quoi. Toi qui es marathonien, Félix, là on est à chaud avec le record du monde battu par Kelvin Kiptoum. Comment tu l'as accueilli et qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça c'est compliqué, hein, parce que tu te dis quand même 2h0033 pour un mec qui était encore inconnu il y a un an, c'est vrai que c'est un peu étonnant, quoi, j'ai envie de dire. Sachant qu'on l'a vu arriver dans les rues de Chicago, les bras levés, il était encore relativement frais. C'est du moins ce que je me suis dit. Je dis pour une personne. Alors moi, j'ai jamais fait de marathon, hein. J'étais sur les 20 kilomètres de Paris et j'ai tout donné pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Je dis là, la personne, elle court 42 kilomètres en battant le record du monde et pas d'une seconde, hein, c'est presque 30 secondes de mieux que Kipchoge et Ouais. encore frais. Moi, ça me surprend. Ouais, pour moi, c'est même plus du sport, là, c'est vraiment, c'est de la science, hein. Après, faire 2h0033 en finissant en 27,52 le dernier 10 kilomètres, il ferait presque passer Kipchoge pour un amateur, quoi, si j'ai envie de dire. Mais après, voilà, c'est comme ça, hein, c'est toujours plus impressionnant, hein, c'est pour ça, je pense qu'il faut, enfin, à notre niveau, on regarde plus trop, justement, ce qui se passe à ce niveau-là. On essaie de se concentrer sur nos propres performances et sur ce qu'on est capable de faire et on essaie d'évoluer bah, le plus clean possible et de continuer à prendre du plaisir et voilà, ça reste quand même du sport, donc ça reste le but premier, quoi, à la base. Tu parlais justement de la science. Est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez des data analystes, des scientistes qui peuvent vous apporter un petit plus dans l'entraînement ou est-ce que, comme l'ont déjà proféré et évoqué certains champions, vous êtes un petit peu livré à vous-même sur ces préparations, sur ce stage que tu mènes à Font-Romeu? Est-ce que vous avez croisé des gens qui font partie de l'encadrement, on va dire, fédéral? Alors, j'ai justement posé la question à la fédération en amont de mon stage à Font-Romeu, justement, parce que ça m'intéressait beaucoup d'avoir l'avis d'un sport scientist sur l'entraînement en altitude, les allures auxquelles il faudrait que je cours, etc. On m'a répondu que celui de la fédération ne travaillait qu'avec les athlètes du cercle 1 et 2, donc en gros les athlètes qui sont déjà médaillés européens ou mondiaux, et que les autres ne pouvaient pas bénéficier de son expérience, quoi. Du coup, moi, j'en ai trouvé un qui est très bien, qui bosse au Krebs de Font-Romeu. Donc, on a fait pas mal de tests ensemble. Voilà, c'est un protocole sur 7 ou 8 séances. Mais ça m'a énormément appris sur moi-même et des informations qui vont m'être utiles pour la prépa marathon. Et voilà, après, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû faire par moi-même, mais qui n'a pas été mis en place par la fédération, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Surtout, bah, à moins d'un an d'une Olympiade à Paris, c'est dommage quand même qu'ils aident pas plus les athlètes à ce niveau-là parce que ça permet d'avoir des informations qui peuvent être hyper importantes et assez facilement finalement parce qu'en France on a beaucoup de matériel pour permettre de mesurer plein de choses qui peuvent nous être utiles le jour du marathon mais aussi lors de la préparation.
Et ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage quoi que qu'ils mettent pas ça en place quoi. Tu disais au niveau de l'altitude, tu as mis un protocole en place entre de la course en plaine, comme tu as l'habitude de réaliser, et l'altitude. Tu as dû réduire en pourcentage de combien, dans quelle proportion tes allures pour ne pas faire monter le cardio trop haut sur ces premiers jours. Et au bout de combien de temps tu en sens déjà les bénéfices et tu arrives à retrouver des allures similaires à la plaine? Bah déjà pour calculer les allures que je devais pratiquer ici par rapport à celles que je pratique en plaine, j'ai dû effectuer un test un peu comme un test VO2 max qu'on pourrait faire en plaine mais sur tapis à 1800 mètres d'altitude aux crêtes de Font-Romeu. Donc ça te permet déjà d'avoir un peu toutes tes zones de travail. Donc moi par exemple, je sais que en bas sur des séances marathon, sur des 4x4 km, etc. Je vais peut-être être autour de 3,02 au kilo. Bah là, par exemple, à Font-Romeu, je vais plus être autour de 3,12, 3,15, quoi. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et ça te permet de bosser bah, sans te cramer, entre guillemets, parce que si tu vas trop vite en altitude, quand tu redescends, bah, t'as un peu le contre-coup et finalement, ton stage, il t'aura pas été bénéfique. Mais si tu respectes bien justement ces allures et que tu bosses dans les bonnes zones, ça peut te permettre derrière un stage de 3 semaines en altitude d'avoir des améliorations significatives au niveau de ta VO2 max pendant 3 ou 4 semaines, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant quoi sur des courses surtout comme le semi-marathon ou le marathon, mais aussi pour des courses beaucoup plus courtes, hein. Ça marche aussi pour le 5000, 10 000, etc. quoi. Donc, il faut placer stratégiquement ce stage avant la compétition, avant ta période d'affûtage pour en ressentir encore les bénéfices quand tu seras sur la compétition et le dossard accroché au maillot. Voilà. Il y en a qui aiment bien redescendre 3 jours avant leur compétition principale. Il y en a qui préfèrent pas prendre de risques et redescendre 3 semaines avant et faire leur prépa terminale chez eux. Enfin, après, voilà, ça c'est des choses qui sont propres à chacun et bah qui se travaillent aussi avec l'expérience, hein. Je veux dire, il faut déjà accumuler quelques stages avant d'avoir des infos assez fiables par rapport à ça, quoi. Et sur un plan du matériel, Félix, tu as vu l'apparition et l'arrivée massive des chaussures carbone. Est-ce que tu as un équipementier, un sponsor qui t'accompagne pour toutes tes compétitions et toutes tes courses? Et qu'est-ce que tu en tires comme bénéfice de cette nouvelle technologie et de ces chaussures à plaque carbone? Ouais, alors moi je suis chez ASICS là depuis 2020, donc c'est vrai que j'ai pu vraiment voir l'évolution des produits jusqu'à aujourd'hui, avec bah, le dernier prototype là qu'on vient de recevoir il y a 2 semaines, avec lequel on va pouvoir courir à Valencia. Donc ouais, en fait, c'est tout simplement des produits qui sont de plus en plus performants, qui permettent d'économiser toujours plus d'énergie, plus de confort aussi. C'est vrai que c'est important pour les courses assez longues. Et ouais, je pense que sur un marathon, par exemple, il y a quand même un gain assez significatif, hein. Je pense que ça peut être de l'ordre, en tout cas, nous, à notre niveau, on gagne au moins 2, 3 minutes, je pense, facile, hein. Et sur l'utilisation que tu en as, est-ce que ce sont des chaussures que tu portes quotidiennement? Je sais qu'il y a différentes écoles hein, entre ceux qui les utilisent sur toutes leurs séances et d'autres athlètes qui vont avoir une rotation, une utilisation beaucoup plus réduite pour garder ce bénéfice carbone là pour la compétition et les chronos. Ouais, moi, je serais plutôt de cette deuxième école qui préfère les garder pour les compétitions ou alors pour les entraînements vraiment spécifiques à l'allure. Mais sinon, le reste de la semaine, non, je préfère utiliser des chaussures sans carbone, ouais. En termes d'entraînement, donc tu l'as dit, hein, c'est quelque chose que tu réalises 11, 12 fois par semaine. Comment tu as choisi de basculer donc sur ce statut de sportif professionnel? Est-ce que ça t'est une décision pour performer, pour avoir toutes tes journées dédiées intégralement à ton sport? Et financièrement, comment tu arrives à gagner ta vie? Parce que courir, vivre de sa passion, c'est pas donné à tous les sportifs en France. Donc, est-ce que tu peux faire un petit focus sur ton parcours et ton cheminement à ce niveau-là? Bah moi, quand j'ai arrêté mon emploi détaché à la ville de Bar-le-Duc en 2018, j'avais un niveau qui me permettait presque d'atteindre le monde professionnel, mais il manquait quand même un petit quelque chose. Donc, bah, j'ai pris un risque tout simplement, hein. Je me suis dit, voilà, je me lance pendant 1 an, 2 ans, puis si j'arrive à être accompagné par
par un gros club et un équipementier derrière, bah tant mieux pour moi. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'ai commencé à discuter en 2019 avec ASICS et j'ai signé mon premier contrat pro avec eux fin 2019. J'ai signé avec le Paris Racing Multiathlon, pareil, au courant de l'année 2020. Donc après, derrière, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement de la ville de Paris et de la région Île-de-France parce que j'étais sur liste haut niveau. Donc en fait, ouais, c'est un montage en fait de plein de sponsors, hein, tout simplement, qui nous permettent bah, de gagner notre vie. Mais c'est vrai qu'après, les équipementiers en ce moment, ils sont vachement frileux des marathoniens parce que c'est la course la plus populaire, la plus regardée par rapport à la piste ou le cross, qui sont quand même des disciplines assez élitistes, que les gens vont moins pratiquer. Donc les gens s'identifient peut-être un peu moins à un pistard qu'un marathonien, quoi. Et non, c'est vrai que ça m'a permis de signer des contrats qui sont vraiment bien et qui me permettent de bien gagner ma vie aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile les 2 premières années parce qu'il a fallu que je fasse mes preuves et que je passe ces petits caps qui me permettent bah, de devenir professionnel. Et ces contrats, ces sponsors, tu les gères toi-même ou tu as quelqu'un qui est détaché parce que c'est aussi de l'énergie à donner, des heures à consacrer à la négociation et à ces sponsors. Comment tu fonctionnes? Tout en solo, de A à Z, tu contrôles tout? Ouais, non, je travaille avec un agent depuis 2016 qui s'appelle Riyad Ouled, donc qui a énormément d'athlètes en France, d'athlètes professionnels, hein. Il s'occupe par exemple de Florian Carvalho, Hassan Chaddi, Nicolas Navarro, tu vois, pour citer des marathoniens. Donc non, c'est lui qui m'a un peu dégoté tous ces contrats, c'est lui qui négocie aussi mes primes d'engagement sur les compétitions auxquelles j'ai participé, etc. Donc c'est vrai que moi, ça me permet de me détacher un peu de tout ça. Et en contrepartie, bah lui, il récupère 10% bah, des gains, tout simplement, quoi. À titre informatif, hein, je ne sais pas si tu souhaites donner les chiffres, mais une victoire sur un Marseille-Cassis, ça te permet de gagner quelle somme d'argent à la fin? Il y a 2 ans, quand j'ai gagné 6 000 euros. L'année dernière, j'ai gagné un peu moins, j'ai gagné 5 000 euros, mais j'ai terminé troisième. Mais j'avais une prime d'engagement qui était un peu meilleure parce que justement, j'avais gagné l'année d'avant. Mais par exemple, Hassan Chaddi, qui a gagné l'année dernière, je crois qu'il était au-dessus des 10 000 euros parce qu'il avait cumulé la prime du record de l'épreuve, sa prime d'engagement, plus la prime de premier français. En fait, si tu cumules vraiment toutes les primes, tu peux monter assez haut, ouais, quand même. Donc, ce que tu disais, c'est suffisant pour pouvoir vivre de sa passion et continuer à être sportif professionnel. Ah oui, bah après, enfin moi en tout cas, ça me permet d'en vivre raisonnablement. Après, c'est pas forcément le cas je dis pas que c'est le cas de tous les athlètes, mais après, enfin moi, je suis aussi allé chercher des sponsors privés à Reims, par exemple. Ça, je sais que tout le monde ne le fait pas. Bon, ça demande un peu de temps parce qu'il faut monter un dossier partenariat, et puis après, il faut quand même se déplacer pour aller voir les chefs d'entreprise. Mais non, je pense que ça vaut le coup, surtout à 1 an des Jeux Olympiques. Il y a quand même, c'est quand même assez facile entre guillemets de trouver des partenaires pour t'accompagner, donc je pense qu'il faut en profiter, hein. Ouais, tu sens que ça frémit un petit peu quand même, que les gens attendent et ont peut-être la faculté de mettre un petit peu plus d'argent sur des sportifs qui vont leur offrir de la visibilité. Alors, on est loin, bien entendu, Félix, des millions du football et d'autres sports bien plus lucratifs, mais de pouvoir vous permettre, en tant que sportif, d'être complètement détaché sur votre sport et de ne pas avoir à penser aux à côté au quotidien, je trouve que ça doit être confortable quand même pour vous. Ouais, c'est ça. Après, non, on sera jamais sur les mêmes sommes que gagnent les footballeurs, hein, ça c'est clair et net. Mais non, après, je veux dire, moi c'est un sport, je suis passionné, je suis super content d'aller courir tous les jours, que ce soit mon métier. Après, je demande pas à gagner 50 000 euros par mois, hein, mais non, je trouve que je gagne bien ma vie pour quelqu'un qui fait sa passion, quoi, qui vit de sa passion tous les jours, et je profite de chaque instant, tout simplement. Et en termes d'émotion, là, on est sur des compétitions, sur des résultats, sur des performances. Mais personnellement, qu'est-ce que t'apporte la course à pied quand tu remplis ton objectif, quand tu gagnes une course? Il se passe quoi à l'intérieur? Bah, c'est énormément de fierté parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de sacrifices et je veux dire, même au niveau, on voit pas beaucoup notre famille.
Moi, ma compagne, elle sait que je vais partir 3, 4 mois dans l'année en stage, donc c'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que quand toutes les étoiles s'alignent et que tu arrives à réaliser la performance pour laquelle tu t'es entraîné pendant de longs mois ou de longues années, bah c'est un espèce de mélange de bonheur assez indescriptible parce que tu mélanges aussi tout ça à toutes les personnes qui t'ont accompagné. C'est super, hein, c'est des émotions qu'on peut pas vivre. Enfin, en tout cas, moi, que j'ai jamais vécu autrement dans la vie, à part dans l'athlé, quoi. Et au niveau de ces exigences de la haute performance, qu'est-ce que tu pourrais dresser comme, je dirais, les trois éléments fondamentaux pour arriver jusqu'à ces sommets dans la course à pied et qui pourraient être utilisés, déployés pour nous, les coureurs amateurs et les auditeurs du podcast? Bah déjà, il faut de la patience, ça c'est clair et net, parce que c'est un sport quand même. Je veux dire, il faut laisser déjà, il faut travailler. Après, il faut assimiler la charge de travail. Il faut essayer de pas se blesser. Donc, en fait, c'est un mélange de plein de petits détails, quoi. J'avais un entraîneur en équipe de France qui me disait, tu sais, Félix, la performance, c'est vraiment détail plus détail plus détail. C'est plein de petites choses que qu'on va cumuler. Parfois, c'est pas grand-chose, hein. Tu sais, on parlait juste boire de la ceinture. Pourquoi je bois de la ceinture? Parce que c'est une eau qui est assez chargée en magnésium, donc ça va me permettre de mieux récupérer au niveau musculaire. Non, c'est des petits détails qui font que au final, tu vas arriver justement à gagner toujours un peu plus de temps, un peu plus de temps. Et puis accumuler tout l'entraînement que tu vas faire, accumuler différents stages, et ça va te permettre de réaliser la meilleure performance possible, quoi. Alors, est-ce que Saint-Thior est sponsor des équipes de France de marathon et de demi-fond? Non, même pas. Pourtant, elle y pourrait parce qu'on est vraiment nombreux à l'utiliser. Vous êtes les consommateurs numéro un de cette eau chargée en nutriments. Alors, tu utilises les sticks et les produits Happy Run. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as été séduit par les produits de Pascal et Laïla? Bah déjà, moi, je suis amateur de miel à la base, donc j'étais assez curieux de voir ce qu'ils pouvaient faire justement avec les différents produits qu'ils proposent. Donc, bah, tout simplement, ils m'ont envoyé un premier pactage pour que je découvre un petit peu bah, tous leurs produits, que ce soit le gâteau sport, les sticks de miel, les barres énergie. Et non, je trouvais que c'était vraiment que ça m'apportait quelque chose parce que j'avais pas l'impression d'avoir de baisse de rendement au niveau des glucides lors des efforts longs. Et je suis assez fan aussi du goût de certains de leurs produits. Donc, bon, il y en a que j'utilise plus que d'autres, hein. Par exemple, le gâteau sport, j'étais pas hyper fan du goût. Je sais qu'il y en a qui adorent, donc moi je l'utilise pas tout simplement. Mais en tout cas, tous leurs produits, que ce soit les sticks de miel, les barres énergie, etc., j'adore et je les utilise au quotidien et non, ça me permet d'être, je pense que ça me permet d'être un peu plus performant, ouais, sur mes séances clés, ouais. Alors, sur ces séances clés, est-ce que tu pourrais... Alors là, je vais pas parler marathon parce que je suis pas, on va dire, connaisseur n'ayant pas réalisé ce type d'épreuve jusqu'à présent. Mais sur 10 kilomètres, j'ai un 10 kilomètres Félix dimanche. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme séance clé dans le cadre d'une préparation 10 kilomètres sur route, toi qui en es l'actuel champion de France? Après, il y en a plusieurs des séances clés dans une préparation. Alors je prends tous les conseils pour essayer de casser mes chronos dans les semaines et dans les mois à venir. Alors là, j'écoute sagement, j'ai mon petit crayon et je prends note. Bah, écoute, moi, tu sais, j'entraîne un petit peu là depuis quelques temps, et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de faire une prépa 10 kilomètres justement pour un athlète là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire une préparation un peu, tu sais, sous forme de pyramide, où tu vas faire vraiment un gros bloc jusqu'à 3 semaines, 2, 3 semaines de ta compétition, de ton objectif. Et après, vraiment, les 2 dernières semaines, tu vas relâcher progressivement jusqu'à ta compétition. Mais justement, pendant ce gros bloc, c'est là qu'il faut bosser, on va dire, aller pendant au moins 3 semaines, où tu vas développer, bah, que ce soit ta VMA avec des séances sur piste, ça peut être des répétitions au début sur des 200, 300, mais après tu peux monter jusqu'à 500, 600 mètres. Et j'aime bien faire des récup assez courtes, assez pincées, pour vraiment habituer l'athlète à respecter les bonnes zones qu'il veut travailler, quoi, si tu veux. Les bonnes allures, les allures cibles.
Et je pense que ce gros bloc de 3 semaines, il est important dans sa totalité, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément une séance qui est plus importante que l'autre. Et après, c'est sûr qu'il y a des séances comme les 9 fois 1000, par exemple, c'est des trucs qui mentent pas, quoi. Je veux dire, avec des récup assez courtes, si tu arrives à tenir à peu près l'allure que tu vises le jour J, normalement, tu devrais pas en être loin, quoi. Alors, tu vois, moi, je suis monté jusqu'à 6 fois 1000, 7 fois 1000. J'ai jamais été jusqu'à 9. Ça tient sur les 6-7. Alors, il faudrait que j'aille un petit peu plus haut pour pouvoir vraiment être solide et tenir cette allure. Bah après, tout dépend de combien de 10 kilomètres t'as déjà fait. Je dirais, j'ai une quinzaine de 10 kilomètres à mon actif. Et là, l'objectif, c'est de descendre sous les 39 minutes. Voilà D'accord. un petit peu l'état des lieux. Non, bah peut-être que là, tu as fait 6 fois 1000. Déjà, si tu as réussi à tourner à peu près dans les chronos que tu voulais, avec des récup peut-être plutôt assez courtes, je sais pas comment tu as bossé, mais peut-être la prochaine préparation en faire 7, après la suivante en faire 8 et monter, ouais, tu peux monter jusqu'à 9, 10 fois 1000, hein. Bon, bah écoute, je prends ces conseils avec beaucoup de générosité. Je vais essayer déjà ce dimanche de descendre mon chrono. Je te dirai ce qu'il en est, Félix, dans les coulisses du podcast. Je vais suivre, Félix, ton actualité jusqu'à Valence. Ce sera rapidement là. Les semaines passent relativement vite. Quelle sera ton actualité jusque-là? Tu redescends de Font-Romeu pour retrouver un petit peu de plaine. Tu parlais d'un semi-marathon à venir. Ouais, alors là, du coup, je redescends le 19 parce que je cours le 22 et en général, je sais que quand je redescends d'altitude 3 jours avant, je suis assez bien. Donc, je fais le semi-marathon de Valencia le 22 avec bah, pour objectif de courir aux alentours de mon record, hein, donc autour des 1h30. Et ensuite, bah, récupérer quelques jours quand même du semi avant d'attaquer la préparation finale, où là, j'irai rejoindre mon entraîneur justement à Fréjus pour faire le dernier gros bloc de 2 semaines avec lui là-bas et qu'il puisse voir vraiment comment je suis au quotidien et pouvoir me tirer à vélo, etc., quoi. Et bénéficier peut-être d'une température un peu plus clémente que du côté de Reims ou Bar-le-Duc. C'est ça. Après, Fréjus, il peut y avoir du vent aussi parce que c'est en bord de mer, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à Valencia au niveau du climat, donc c'est pas mal, je pense, pour faire la prépa finale là-bas et il y a des parcours dans lesquels j'ai l'habitude de bosser où je me sens bien, donc si en plus je peux allier l'utile à l'agréable, bah tant mieux, hein. Alors Félix, moi je te souhaite de déjà réaliser ces minima olympiques. Si tu ne réalisais pas ces minima, donc objectif piste avec potentiellement d'autres cartouches, quelle sera finalement ta stratégie jusqu'à Paris 2024? Qu'est-ce que tu as coché? Est-ce qu'il y a déjà des courses après Valence ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt, un petit peu flou? Non, pour l'instant, je suis vraiment focus sur le marathon. J'essaie de pas trop me disperser et vraiment de penser qu'à ça. Donc non, je pars vraiment dans l'idée et je pense que je suis capable de réaliser les minima sur cette discipline. Donc bah écoute, je vais tout donner pour essayer de le faire. Et puis comme je t'ai dit, si ça marche pas, à ce moment-là, on verra pour rebasculer derrière sur la piste, quoi. Traditionnellement, sur le podcast, j'ai une dernière question pour mes invités. C'est l'instant à côté de mes pompes. Quel serait pour toi un moment, une activité que tu aimes faire en dehors de toute activité sportive et donc à côté de tes pompes, celle de course à pied? Ah, je dirais aller manger une bonne planche de charcuterie fromage avec un verre de vin rouge, hein. Donc le plaisir et la saine vie, entre guillemets, c'est-à-dire que tu es sportif, tu fais des efforts, mais au quotidien, tu sais te faire plaisir également. Ah, je reste français quand même, ouais. Alors, je te remercie, Félix, d'avoir pris du temps dans ton emploi du temps de sportif professionnel. On a écourté un peu ta sieste aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Bon vent à toi du côté de Valence. Je te souhaite, mais de tout cœur, de réaliser ces minima et de te voir avec le maillot bleu-blanc-rouge sur cette Olympiade parisienne dans les mois à venir. Ça passe vite maintenant. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, merci beaucoup à toi bah, pour ce podcast. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et ça me dérange pas de vous donner justement des conseils. Là, tu me parlais de 10 kilomètres, mais ça peut être aussi pour, je sais pas, pour un semi, un marathon. Il n'y a pas de souci. Merci Félix. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous.
J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.